J'ai des slides, normalement. J'ai des slides incroyables. Alors, pour moi, je vais vous parler de fatalisme et de jeu de rôle. Je vais parler de fatalisme et de jeu de rôle parce que, dans ma dernière campagne, j'ai un de mes joueurs qui m'a fait un retour. Donc, j'ai extrait une citation de sa part de tout ce qu'il a pu me dire autour, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de très intéressant à en tirer. Et pour le citer, il m'a dit qu'il y avait toujours eu ce côté dans le monde d'Alphine, donc l'univers que je développe. Le monde d'Alphine a cette vocation à s'auto-détruire, à se terminer. Comme s'il fallait forcément que tout se dévore et disparaisse dans un néant absolu. Et en fait, quand tu regardes le jeu sous ce prisme-là, tu te dis que tu as une forme de fatalité qui te tombe sur le coin de la tronche en te disant que tu peux toujours essayer de sauver quelqu'un. Je regarde la frise, il y a des éléments tragiques qui surviennent, et du coup ça sert à rien que je le sauve. Il y a toujours eu ce côté, je ne vais pas dire morbide, mais pessimiste autour de ton univers. Et mon but ce soir, ça va être à la fois de défendre et de nuancer ma position, et essayer d'un petit peu faire un tour d'horizon de déjà ma pratique, et aussi concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter de parler de fatalisme à l'intérieur de jeux de rôle. Alors petite parenthèse définitionnelle quand même, hein, le fatalisme, c'est un mot qu'on croise un peu tous les jours, mais en vrai, la définition est un petit peu éloignée de son usage commun. Fatalisme, j'ai repris la définition de Wikipédia, mot formé à partir de la terre fatum, blablabla. C'est une doctrine selon laquelle le monde dans son ensemble, et l'existence humaine en particulier, suivent une marche inéluctable, donc la fatalité, où le cours des événements échappe à la volonté humaine. Donc c'est, on est impuissant, il y a des choses qui décident à notre place. Et on a un sens élargi, qui est celui qu'on connaît un petit peu plus au quotidien, où le fatalisme désigne alors une attitude ponctuelle, donc pas quelque chose de une règle absolue qui dirige l'univers, mais vraiment quelque chose de local, le défaitisme ou le pessimisme de celui qui, se sentant voué à l'échec, remet son existence à la main du destin, qu'il laisse suivre son cours. Il y a un petit peu la notion de, bon bah, de toute façon je peux rien faire, je laisse tout ça, et comme c'est précisé dans la définition d'ailleurs, abandonner le combat, l'adversité, selon l'inclinaison de sa volonté, qui subit un découragement. Vraiment cette notion de abandon complet de la lutte, de la cause, parce que bah on sait qu'on peut rien changer. Sauf que c'est pas directement lié à ces espèces de forces supérieures, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent à l'échelle personnelle. Donc les deux ont des petites variations, et en fait, si ça se recouvre partiellement quand même, on pressent qu'il y a des différences, et c'est un peu sur ça qu'il va falloir qu'on travaille. Au sens strict, le fatalisme, donc en tant que marche inéluctable des choses, c'est quelque chose que j'aimerais préciser comme étant ni bon ni mauvais. C'est juste une expression de la fatalité. À l'intérieur d'un jeu de rôle, à l'intérieur de l'esprit d'un personnage qui se trouverait à l'intérieur du jeu de rôle, on n'a pas nécessairement conscience de son impuissance. Je reviens là-dessus parce que, si on se souvient, dans la petite citation, ce joueur nous disait « Je regarde la frise », donc sous-entendu la frise chronologique de l'histoire du monde, « des événements tragiques surviennent et ça sert à rien que je le sauve ». Là, en fait, on sort de la case du personnage pour aller vers la case du joueur, et le joueur se disant « Tout, de toute façon, étant condamné à mourir, bah ça sert à rien que je fasse quoi que ce soit ». Sauf que le personnage, pour autant, qu'il incarne, ne devrait pas avoir cette réflexion-là. Là, on a un premier petit point où on peut aller discuter. Et au sens élargi, donc là, il y a vraiment le côté aspect négatif qui ressort, avec la sensation d'étouffement, le fait que ça prend toute la place, et une perception d'impuissance. Et ensuite, bah, cette impuissance, elle est, une fois qu'elle est ressentie, elle devient souvent subie. Parce que, on est juste un joueur à la table et on peut rien changer face à l'inéluctable marche du monde qui a été dictée par l'UMJ. Plein de choses à discuter là-dessus, hein, notamment le fait que c'est quelque chose sur lequel on peut complètement engager la conversation, parce que même si le MJ se fait relais de l'histoire, il est aussi une personne à la table, et donc du coup peut entendre le fait que on n'ait pas forcément envie de subir cela. Et derrière, avec l'impuissance, il y a la notion d'agentivité qui vient souvent en contraste. Donc l'agentivité, c'est cette capacité d'action que l'on a sur les choses, cette capacité à mobiliser des actes qui ensuite enchaînent des conséquences. Et sans cette agentivité, effectivement, là, l'impuissance va être ressentie puissance 1000, et juste, on va se dire, bon, bah, de toute façon, quoi que je fasse avec mon personnage, ça n'aura jamais aucun impact positif derrière. On pourrait se dire, du coup, quel intérêt à mettre du fatalisme dans son histoire? Premièrement, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ça ajoute quand même un petit peu de réalisme et de profondeur. Ça donne, c'est à double tranchant, mais ça donne l'impression d'un monde qui vit sans nous. C'est-à-dire que le personnage du joueur soit là ou pas, le monde vivra quand même. Il n'est pas que dépendant des actions de celui-ci.
Et ça aide à découpler le personnage de la toute-puissance, hein, typiquement qu'on a souvent dans ce qui va être les jeux de rôle de Power Fantasy, où on a des personnages qui ont énormément de puissance, beaucoup plus que ce qui peuple le reste du monde, et qui donc du coup sont des créatures qu'on pourrait quasiment comparer à des divinités, qui ont pouvoir sur quasiment tout. Le fait qu'il y ait une marge du monde à côté, qu'on ne puisse pas fondamentalement changer, qu'on puisse peut-être influer à la marge, mais qu'on ne puisse pas radicalement changer, permet de casser un petit peu cela. Ensuite, il y a le côté attachement et émotion. Le fait que l'on puisse perdre quelque chose, ça augmente aussi les enjeux. Le fait de se dire que possiblement, on va avoir des personnes qui sont proches de nos personnages, qui vont être amenées à subir des choses, on va se dire qu'il faut d'autant plus se battre pour les protéger. Et du coup, on va accorder possiblement un peu plus de valeur aux choses et aux êtres qui sont autour de nous, simplement parce qu'on sait qu'on peut les perdre, que c'est pas quelque chose de permanent et que c'est pas quelque chose sur lequel on a le dernier mot. Et en dernier, là c'est un point un peu personnel que j'aimerais rajouter, c'est qu'il y a un petit peu la question de la démarche militante derrière. Et en vrai, plus je creuse sur le pourquoi je mets du fatalisme dans mon univers, plus il y a ce truc-là qui revient. Pour ma part, ce que je pense, c'est que quand on veut militer aujourd'hui, c'est un petit peu bon courage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de raisons de se déprimer et assez peu de raisons de se réjouir. Et pour pouvoir continuer malgré tout, pour pouvoir trouver l'énergie, pour pouvoir trouver la volonté à continuer, etc., ce qu'il faut, c'est une forme de résilience. C'est se dire que malgré le fait que on ait essuyé tous ces échecs-là et qu'on ait réussi à choper que 2-3 victoires à la marge, bah, on ne baisse pas les bras pour autant, quoi. Et que aussi, s'il y a une espèce de marche du monde et que tout seul on ne peut pas l'influer, peut-être qu'avec d'autres personnes on va pouvoir l'influer. Donc tresser un collectif, donc action collective, etc. Qui vient derrière. Bon, dans mon univers, il se passe des choses pas très jojo sur la timeline. Si on regarde l'enchaînement de tous les événements qui s'y passent, la pauvre planète, elle se fait percuter par une autre, ça arrache une partie d'un continent qui se retrouve en l'air, un super volcan qui va plonger tout dans un hiver volcanique et qui décime des populations, et puis il y a une créature à un moment qui apparaît et qui fait apparaître plein d'autres créatures et ça tue quasiment toute la population d'un autre continent, etc., etc., etc. C'est pas joyeux. Pour autant, le fait est que c'est assez éparpillé dans la durée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les événements qui vont se passer sur 2-3 années et ensuite c'est la fin du monde. Et j'ai toujours laissé du flou d'ailleurs sur cette fameuse fin du monde entre guillemets qu'il y a dans cet univers-là. On sait que effectivement la planète elle est en train de finir sa course dans un espèce de super nuage, donc en gros un soleil explosé. Et on sait que bah quand elle atteindra ça, il y aura plus de vie possible sur la planète. Mais on sait aussi que c'est dans plus de 4000 ans qu'elle va atteindre ce nuage-là, pour toutes les histoires qui sont racontées à l'intérieur. Et du coup en fait ça ne remet pas du tout en cause le fait de vouloir protéger l'ici et maintenant. Et au final c'est la même chose quand on regarde notre monde, et j'ai un petit peu construit en parallèle. On sait que dans 4,5, 4,35, je sais plus exactement, giga-années, le soleil va devenir une supernova et va exploser, et il y aura plus de planètes. Bon, pour autant, est-ce que aujourd'hui on va remettre en cause et se dire on fait plus rien, on abandonne tout de toute façon, la lutte climatique pour les droits sociaux, tout ce qu'on veut, parce que dans 4,5 giga-années, il y aura plus de planètes, et que du coup ça sert à rien. Ah non, parce que il y a les générations qui sont autour de nous, nos aînés, ceux qui partagent les mêmes tranches d'âge que nous et les personnes qui viennent après, elles et eux vont vivre sur cette planète dans ces conditions-là. Et du coup, si on peut l'influer un tant soit peu en positif, bah dans ce cas-là, c'est apprendre. Et vraiment, la philosophie, c'est pour paraphraser clair-obscur, pour ceux qui viendront après. Hein. Bon, par contre, je vais pas mentir, c'est un équilibre difficile. Je l'avais dit, hein, c'est en question, en lien complet avec l'agentivité. Si on n'a pas de capacité d'agir, le fatalisme peut être envahissant. Et là, par contre, j'accepte complètement la balle. Je pense que ça, c'est un pan sur lequel je peux manquer vraiment. C'est-à-dire que je donne souvent la sensation de bah, en vrai, ouais, vous avez fait 1 milliard de trucs, vous avez essayé 1 milliard de trucs, mais vous avez arraché un tout petit truc microscopique que vous arrivez même pas à vous représenter ce que c'est. Et je pense que j'ai quelque chose à travailler là-dessus, où effectivement, je peux garder cette notion de fatalisme, je peux garder toutes ces dimensions-là, mais il faut que les victoires qui soient arrachées, même minimes, soient mises en valeur. Et l'autre chose que j'aimerais mettre en avant, c'est difficile à gérer en dehors du cadre de campagne, sur 2 aspects différents. Campagne, donc sur le fait qu'on a du temps, on a de l'espace, on a
la durée, on a plusieurs parties pour raconter toute une histoire et faire une progression, mais aussi sur le fait que entre une campagne où les quelques parties sont condensées sur quelques semaines et où les quelques parties sont condensées sur quelques mois, voire années, bah en fait, le ressenti qu'on garde entre les parties n'est pas du tout le même. Si on vit une séance qui est particulièrement dure, où nos personnages perdent beaucoup dedans et on a l'impression que tout est perdu, et qu'il y a seulement une semaine de pause entre les deux parties, on va pouvoir rebondir beaucoup plus facilement sur la suite. Par contre, s'il y a 6 mois d'écart entre les deux, bah là, ça devient plus difficile de ne pas mouliner en boucle les derniers événements qui se sont passés dans la campagne chaque fois qu'on y repense. Et donc, du coup, de se dire que, en fait, quoi que je fasse, ça sert à rien. De toute façon, tous les personnages auxquels je me serais attaché dans le cadre de la campagne, ils vont mourir et je pourrais rien y faire, etc., etc. Et ensuite, le deuxième point que j'aimerais avancer, c'est que ça peut ne pas être recherché par les joueuses. On peut vouloir jouer pour se couper du réel. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Et donc, du coup, ce que je dirais, c'est que ce qu'il faut, c'est des outils d'ajustement pour pouvoir réguler ça de partie en partie, avant les parties, et aussi possiblement simplement donner du pouvoir sur le matériau. Ça, c'est quelque chose qui est aussi beaucoup utilisé dans les questions de la gestion des contenus traumatiques qu'on peut rencontrer dans le cadre du jeu de rôle. Où en fait, plutôt que de censurer le contenu, on va donner à la personne les pleins pouvoirs sur la manière dont elle va explorer ça, en lui donnant des pouvoirs qui sont un petit peu traditionnellement sur des parties de jeu de rôle classiques dans les mains de l'A ou de l'EMJ. J'en arrive à mes petites questions. Est-ce que vous avez des médias créatifs qui vous ont touché par leur usage du fatalisme, donc au-delà du cadre du jeu de rôle, hein, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être tout ça. Est-ce que vous avez des exemples où cela a été mal amené de votre côté, que vous l'avez mal vécu? Qu'est-ce que je vais dire? Je l'ai pas mal vécu, Le petit bonhomme. le petit bonhomme. Pour le contexte, c'était ma première partie de jeu de rôle avec Taros et je crois que c'était sur 2 soirées où, l'histoire se passait sur une île, on a rencontré un petit bonhomme. Il parlait pas notre langue, il parlait pas, en fait. Enfin si, il parlait, mais en onomatopée et j'avais passé, je crois, peut-être la moitié de la séance à communiquer avec lui, à essayer, tant bien que mal, d'échanger des informations. Et je ne sais plus, j'ai oublié depuis, mais je ne sais plus pourquoi, à la fin de l'histoire, on a dû partir et on a dû laisser le petit bonhomme. Je crois que le petit bonhomme nous a sauvés, en fait, pour qu'on puisse partir. Et je l'avais super mal vécu. J'étais extrêmement triste, j'ai pleuré, je l'admets. Parce que je m'étais beaucoup attachée à ce petit personnage. Et ça me fait penser, je reviens du coup à ce que tu as dit tout à l'heure sur les victoires arrachées doivent être mises en valeur. Je me souviens que j'étais allée voir Taros des jours plus tard en disant est-ce que tu peux me rassurer s'il te plaît, je ne m'en remets pas de ce petit bonhomme. Et il m'a dit un jour, en te baladant dans une ville, je crois, au milieu de la foule, tu penses l'apercevoir, mais tu n'as pas réussi à rattraper, à voir si c'était bien lui. C'était une petite mise en valeur. Du coup, je l'ai pas mal vécu parce qu'il y a eu cette petite mise en valeur. Je m'en remets pas à Taros. Mais j'aime bien le fatalisme en règle générale, parce que c'est contrôlé dans un sens. C'est pas la vraie vie. Donc dans un sens, je peux faire face à des émotions plutôt négatives, mais de manière safe. Enfin, c'est comme ça que je le vois moi personnellement. Je réfléchis à la question, est-ce qu'il y a du fatalisme qui m'a fait du mal? Je crois que j'en ai pas beaucoup rencontré en fait, dans mes expériences. T'as des exemples qui font du bien en tête, mais pas l'inverse? Dans le sens du fatalisme bien accueilli? Moi aussi, j'en ai des exemples de fatalisme bien accueillis. Peut-être que j'aime le fatalisme, finalement. C'était aussi pour ça que je voulais en parler un petit peu de ce sujet, c'est que le fatalisme n'est fondamentalement ni bon ni mauvais et il est un très bon ressort narratif. Mais par contre, effectivement, il y a toute la question de... bah oui, voilà, les jeux comme Outer Wilds, Clair Obscur. Moi, je pense aussi à Darkest Dungeon. Outer Wilds, c'est un bon exemple parce que je me souviens que j'ai été plus touchée d'apprendre ce qui était arrivé à la civilisation et donc comment ils se sont éteints que moi, toutes les X minutes, je sais plus combien de temps, je recommence. Et je trouvais ça beau. C'est un peu du foreshadowing. Après, peut-être que j'étais lente à la détente aussi. Si je reviens sur un truc que tu as dit tout à l'heure, les jeux qui sont forcément, enfin qui ont forcément se terminer par ça se passe bien, bah je m'ennuie dessus parce que je suis pas surprise. Et du coup, même s'il y a du fatalisme, bah je prends du plaisir à gagner, même si à la fin je gagne pas, mais enfin sur des petites victoires au fur et à mesure. Je voulais aussi revenir sur t'avais parlé de la temporalité. Dans le cas du fatalisme, s'il y a une séance qui se passe, enfin qui est particulièrement dure, mais qu'on la reprend trop longtemps après, comment garder l'intérêt? En gros, c'était ça la question, il me semble. Parce qu'en fait, j'avais un exemple en tête qui est justement d'où est tirée la citation que j'ai faite au début. Où en gros, il m'a envoyé ces remarques-là entre deux parties, plusieurs Mhm. mois après la partie en question.
où il y avait 2 personnages avec qui ils avaient tressé des liens qui avaient été assassinés. Le fait que on ne fasse pas directement après la séance pour laquelle j'avais prévu que justement ces morts-là prennent du sens et qu'on les comprenne et qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'elles ont lieu et qu'au final c'était entre guillemets une demi-mort dans le sens que l'esprit des personnes en question restait coincé dans un endroit donc ils allaient pouvoir réinteragir avec plus tard. Comme il n'y avait pas eu tout ce développement-là qui permettait de désamorcer et de faire ok vous avez perdu mais en fait vous n'avez pas tout perdu, qui problème comme il s'est transformé en un cliffhanger de 5 mois au lieu d'être un cliffhanger d'une semaine, bah ça a été mal vécu quoi. En fait, le genre, il a inconsciemment dû faire son deuil alors qu'il n'avait pas la suite. Mais est-ce que dans ce cas-là, on pourrait pas essayer de penser à la trace écrite des séances? De sorte à ce que la conclusion, bah, elle garde ce cliffhanger, mais que du coup, il y a une trace écrite. Il y a un intérêt de continuer. Hmm. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose. Il faut s'accrocher. Je sais pas. Pareil, Oui. la trace écrite, je sais pas comment elle fonctionne dans les jeux de rôle. Ça pourra faire l'objet d'un prochain sujet, qui sait. Mais quelle bonne idée, dis donc!